Bienvenue et merci de nous rejoindre sur cette économie. Le 16 mars de chaque année, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale célèbre la journée de la CEMAC, et ce, depuis 8 ans aujourd'hui. Ce mois de mars est donc pour nous l'occasion de jeter un regard sur cette organisation communautaire, à la fois économique et monétaire, diversement appréciée par l'opinion, c'est-à-dire les citoyens de la communauté, voire au-delà. D'aucuns l'imaginent, la CEMAC, comme une sous-région économique la moins intégrée du continent africain, victime tantôt de guerres de leadership, tantôt de faiblesse d'échanges entre opérateurs économiques. D'autres estiment qu'ils ont une visibilité moins grande de l'action ou des actions de la commission CEMAC en faveur de l'intégration sous-régionale. Afin de mieux situer l'opinion, nous recevons sur ce plateau deux hauts fonctionnaires de la commission CEMAC, M. Pascal Yubilara, commissaire commission CEMAC, et M. Estrade Ntoutoum Assa, secrétaire permanent de la carte rose. Vous allez le voir tout à l'heure, un instrument essentiel dans la libre circulation. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes M. Estrade, secrétaire permanent de la carte rose. C'est quoi la carte rose, en deux mots? Bien, la carte rose, on peut dire simplement qu'il s'agit d'une assurance internationale de responsabilité civile automobile, voilà, qui couvre les citoyens de la communauté dans tout l'espace CEMAC. Est-ce que c'est un document qui permet, quand vous êtes hors de pays, par exemple un Gabonais qui va au Cameroun, la carte rose permet de couvrir ce Gabonais qui voyage par véhicule en cas d'accident, c'est cela? C'est exactement cela, c'est-à-dire qu'un citoyen de la communauté, comme vous l'avez dit, un Gabonais qui part d'ici pour le Cameroun ou inversement, dès l'instant qu'il a souscrit régulièrement une assurance automobile, eh bien, la compagnie d'assurance lui délivre une carte rose, et c'est cette carte rose qui lui permet de circuler dans tout l'espace CEMAC. Et donc, la personne ne va plus s'assurer à chaque fois qu'elle franchit une nouvelle frontière dans le cadre de la CEMAC. Elle est considérée comme régulièrement assurée pendant qu'elle fera son périple. Nous allons voir tout à l'heure en détail. Et nous avons M. Pascal Yubilara, nos téléspectateurs vous connaissent. Vous êtes commissaire à la commission CEMAC. La CEMAC, c'est une organisation sous-régionale. Quel est votre rôle précisément en tant qu'expert dans cette commission? Bien, merci M. Mbadouma. Je voudrais saisir cette occasion non seulement pour vous remercier vous-même, mais également remercier la télévision Canal 7 qui me donne une fois de plus l'opportunité de présenter cette organisation d'intégration régionale qu'est la CEMAC. Je suis personnellement chargé des questions du marché commun. Marché commun. Le marché commun, de manière générale, comprend la libre circulation des biens, la libre circulation des services, la libre circulation des personnes, des capitaux, mais également les questions de concurrence, les questions d'investissement, les questions douanières et les questions de la fiscalité. Alors, on le comprend, vous êtes la personne mieux indiquée pour nous parler un peu des acquis, tout à l'heure, des acquis justement de la libre intégration. S'agissant de cette première émission, nous avons prévu de faire 2 émissions sur la CEMAC. S'agissant de cette première émission sur la CEMAC, nous allons essentiellement parler de la commission, autrement dit, des organes de fonctionnement qui matérialisent sa présence physique au sein de la sous-région. Vous allez surtout éclairer l'opinion, vous nous invitez, éclairer l'opinion sur les acquis de près de 20 ans d'existence de la communauté au plan institutionnel, au plan commercial, de la politique commerciale commune, au plan de la politique macroéconomique, des infrastructures, de l'aménagement et peut-être aussi au plan monétaire. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Le marché commun, on en parle, 20 ans de CEMAC. Est-ce que le bébé est suffisamment âgé pour marcher? Oui, je crois qu'il est suffisamment fort pour marcher. Simplement, je retiens ce que vous avez dit. C'est vrai qu'en 20 ans, il y a des problèmes de visibilité. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des actions qui sont faites, mais il y a un problème de visibilité. Nous reviendrons là-dessus. Alors, et en termes de présence physique, au plan institutionnel, je crois qu'en termes d'acquis, comme vous l'avez si bien indiqué, on a fait beaucoup de choses. En 20 ans, vous avez quand même réfléchi, oui. La communauté s'est consolidée? Oui, nous sommes passés, c'est vrai, du secrétariat général de l'UDEAC au secrétariat exécutif de la CEMAC. Aujourd'hui, on a la commission de la CEMAC. La commission, la différence, c'est qu'au niveau de la commission, l'organe exécutif que nous constituons a plus de pouvoir,
plus de pouvoir que le simple secrétariat exécutif. Aujourd'hui, nous sommes une commission avec 7 commissaires qui prenons des décisions de manière collégiale, chacun des pays étant représenté à ce niveau. Alors, donc, pour revenir aux acquis, oui, il y en a. Sur le plan institutionnel, nous avons politiquement, en tant que CEMAC, nous sommes l'émanation des États, le pouvoir de l'État. Donc, nous avons des institutions qui incarnent la séparation de 3 pouvoirs. Lesquels? Vous avez le pouvoir exécutif, qui est représenté par la commission de la CEMAC, nous sommes l'organe exécutif de la communauté. Après, vous avez le pouvoir législatif qui est représenté par le Parlement communautaire, dont le siège est à Malabo, et qui venait d'être présidé d'ailleurs par un éminent membre du Parlement gabonais, à la personne de M. Vincent Mavungu Bouyo, que vous devez connaître. Et enfin, nous avons la Cour de justice. La Cour de justice. Elle fonctionne bel et bien. Elle fonctionne bel et bien. La Cour de justice est à N'Djamena, avec un volet. Il y a la Cour de justice et la Cour de comptes. C'est 2 cours différentes. Les 2 sont à N'Djamena. Donc, vous avez, sur le plan de la séparation des pouvoirs, nous incarnons, si vous voulez, une gouvernance moderne. Donc, ce que l'on peut retrouver au niveau d'un État, d'un pays, un pouvoir exécutif, un Parlement, on retrouve au niveau de la Commission CEMAC. Au niveau de la Commission de la CEMAC. Donc ça, c'est un acquis. Ça veut dire que l'action de la communauté est contrôlée aussi bien au niveau politique par le Parlement qu'au niveau financier par la Cour des comptes, qui juge les comptes chaque année pour l'ensemble des institutions. Alors, on parle de la CEMAC. Comment est-elle composée au plan institutionnel, monsieur le commissaire? Alors, au plan institutionnel, il faut reconnaître que nous avons aujourd'hui près de 33 institutions sur l'ensemble du territoire. Qui composent la communauté. La communauté. 33 institutions. Nous avons 5 organes, nous avons 7 institutions, nous avons 15 institutions spécialisées, dont la carte rose qui est ici devant. Et nous avons 6 représentations, une représentation de la commission de la CEMAC dans chaque État. Et n'oubliez pas qu'en ce qui concerne la Banque centrale a non seulement les bureaux nationaux, mais également des agences à l'arrière de chaque pays. Vous parlez de la Banque centrale. La BDAC, oui, la Banque des États. Et donc c'est une institution de la CEMAC. C'est une institution de la CEMAC, bien sûr. C'est une institution de la CEMAC. Nous allons tout à l'heure revenir sur ces institutions, essayer de les voir en détail, quelques-unes, du moins les plus importantes. Le 16 mars, effectivement, au Gabon, il s'est passé la célébration de la journée CEMAC. L'équipe de reportage et l'équipe de la rédaction de Canal 7 s'est rendue dans la ville d'Akanda, la commune d'Akanda, au nord de Libreville, où se sont déroulées les manifestations à Lista. Nous allons suivre et nous nous retrouvons juste après. Trois jours d'activité ont marqué cette 8e célébration de la journée dédiée à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Entre journées portes ouvertes, exposition des institutions spécialisées de la CEMAC et la cérémonie protocolaire de ce 16 mars. Chaque année, la CEMAC célèbre cette journée et au cours de cette journée, nous donnons l'opportunité aux populations respectives des États de s'informer sur les missions de la CEMAC, s'informer sur les avancées significatives que notre institution communautaire a enregistrées ces dernières années. Cette 8e commémoration de la journée de la CEMAC marque également les 20 années de la création de la communauté. En créant le 8 décembre 1964 à Brazzaville, l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, UDEAC, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon et le Tchad, rejoint le 1er janvier 1985 par la Guinée équatoriale, avait pris conscience de la nécessité d'appartenir à une institution de coopération afin de promouvoir l'établissement graduel et progressif d'un marché commun de l'Afrique centrale. C'est en commémoration de la création de notre communauté que la conférence des chefs d'État a institué en juin 2008 la célébration de la journée CEMAC. Plusieurs communications ont émaillé cette journée, tournant autour des thèmes des ressources naturelles en zone CEMAC, des acquis de l'intégration au cours des 2 dernières décennies
de la libre circulation des biens et des personnes dans la communauté et des négociations des APE Afrique centrale et Union européenne. Alors, on a entendu libre circulation, on a entendu les questions des négociations APE. Monsieur Loubeira, nous avons suffisamment abordé les questions des APE, nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais par contre, les manifestations se sont déroulées à l'ISTA. C'est quoi l'ISTA? Institution spécialisée à quoi? Oui, l'ISTA c'est l'une des institutions spécialisées de la communauté, l'une des plus vieilles institutions et qui forme des cadres dans le domaine de la planification, dans le domaine de l'évaluation des projets de développement. Alors, vous avez, chaque pays est représenté, on a des promotions et chaque pays est représenté au cours de chaque promotion. Ils sont même logés au site de l'ISTA. Il y a un internat, etc. Et nous formons... Quel type de formation reçoivent les fonctionnaires ou les étudiants qui viennent à l'ISTA? Alors, on a la formation initiale, mais également la formation continue, dans le continue, cadre du perfectionnement. Voilà, dans le cadre du perfectionnement. À côté de cette institution, on l'a suivi dans le reportage, les questions de libre circulation. La carte rose est une institution spécialisée de la CEMAC. Elle a été créée quand et quelle était la vision des pères fondateurs de cette institution spécialisée? Oui, la carte rose, elle a été créée, d'ailleurs le prospectus que vous avez ici peut vous aider à avoir, et même ceux qui veulent pourront passer au siège, avoir plus d'informations, mais très rapidement, on peut dire que... Le 1er juillet 1996. Voilà, le protocole d'accord a donc été signé et donc validé le 5 ou approuvé. Et pour aller à l'élément qui nous intéresse, pour le cas du Gabon par exemple, eh bien, il y a l'arrêté ministériel du 24 du ministère des Finances du 26 janvier 1999. C'est à ce moment-là qu'au Gabon, effectivement, la carte rose, le Bureau national de la carte rose est créé. Et le Bureau national de la carte rose, une précision peut-être intéressante également, c'est en rapport avec la fixation des prix. Il y a eu une décision du 24 novembre 2000 qui permet aux différents bureaux, et notamment le bureau du Gabon, de pouvoir mettre à la disposition des usagers une carte rose avec un montant bien défini. Alors, cette assurance, comment elle est payée dans chaque État? Est-ce qu'il faut souscrire deux types de police particuliers quand j'ai mon véhicule? Comment ça fonctionne? Alors, cela se passe de la manière suivante. Déjà, cette carte rose, pour l'avoir, nous la commandons via le secrétariat général permanent qui se trouve en principe à Bangui. Et ce secrétariat met à notre disposition des cartes que nous cédons aux compagnies d'assurance. Alors, ce sont les compagnies d'assurance qui prennent les cartes chez nous et qui les revendent au consommateur final. Et c'est à l'occasion de la souscription d'une assurance automobile classique que l'usager va également avoir sa carte rose dans la prime qui est versée à l'assureur. Eh bien, il y a le montant de la carte rose qui est de 2000 francs seulement pour permettre à la personne de circuler sur l'espace CEMAC pendant la durée de son contrat. Autrement dit, quand j'ai mon véhicule, moi, citoyen congolais, citoyen centrafricain, quand je paye mon assurance, automatiquement, je paye aussi indirectement, en fait, par la même occasion, l'assurance carte rose. Absolument. Les deux attestations, si je peux dire comme ça, sortent simultanément. L'attestation d'assurance accompagnée de la carte rose. Alors, à quoi elle sert? Pourquoi elle a été conçue? Quel est l'esprit, commissaire Yubi Lara? Je paye ma carte rose. Quel est l'intérêt, finalement, pour moi, citoyen de la communauté, d'avoir cette carte? Bien, il faut dire qu'au départ, avant la carte rose, on a vécu des moments parfois difficiles lorsqu'il y avait des sinistres hors du pays de résidence. C'est-à-dire des accidents. Des accidents. Lorsqu'il y a un accident, malheureusement, ça se terminait mal parce que hors de votre territoire, vous n'êtes plus assuré. Et on confisquait même des véhicules. Parce que si vous ne pouvez pas dédommager les victimes, malheureusement, on confisquait le véhicule dans un autre pays, etc. Donc on a pensé au niveau de la communauté qu'il fallait justement harmoniser. C'est une harmonisation de la politique d'assurance au niveau communautaire qui permet que le territoire de la CEMAC devienne un territoire. C'est comme si c'était un État. Alors, donc, quand vous êtes assuré au Gabon, vous retrouvez au Congo, vous faites un accident, vous vous comportez exactement comme si vous étiez dans votre pays. C'est ce qu'on appelle dans la communauté le territoire communautaire. Donc, c'est simplement ça. C'est exactement la même chose que si vous étiez dans votre pays, vous avez
il y a eu un bobo, et puis vous vous êtes dédommagé de la même façon sans difficulté. Monsieur Ndoutoum Assa, je me pose une question. Vous allez évoquer tout à l'heure la question de 2000 francs pour cette carte rose. Est-ce que ce n'est pas un montant faible pour me couvrir en cas d'accident, sachant que par exemple qu'au Gabon, on paye l'assurance entre 115 et 125 000 francs CFA. Mais 2000 francs, est-ce que c'est suffisant pour me couvrir en cas d'occurrence, occurrence d'un accident à l'extérieur, c'est-à-dire au moment où l'accident arrive? Oui, 2000 francs, c'est suffisant. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont les maisons d'assurance classiques qui, parce que les 100 000 et poussières que vous évoquiez là pour la souscription, en fait, la carte rose fait partie. Le prix de la carte rose est inclus dans ce montant. Donc, ce sont les assureurs classiques que nous connaissons sur le marché qui ont l'obligation de couvrir, en cas de survenance d'un sinistre, les dommages générés par cet accident. Et justement, la carte rose, c'est, comme le commissaire l'a dit, c'est une extension sur le territoire communautaire. En réalité, jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas trouvé de raison d'augmenter le prix. Donc, les 2000 francs sont largement suffisants. Est-ce qu'on peut expliquer cela, le faible coût, par le nombre des habitants de la communauté? Est-ce que ça peut expliquer le fait de mutualiser un plus grand nombre d'habitants au niveau de la communauté? En partie, oui, mais il faut dire également que de là où nous partions avec les difficultés que je venais d'expliquer, l'idée c'était d'attirer, de permettre à tout le monde d'adhérer. Vous savez, les impôts, trop d'impôts tuent l'impôt. Donc il ne fallait pas les décourager, il fallait commencer par là. Et je crois, comme l'a dit le secrétaire permanent, jusqu'ici on n'a pas eu de problème, il n'y a pas de raison qu'on augmente. Et puis sachez également que si c'était une assurance du Gabon, ça allait être plus élevé. Mais nous tenons compte du coût de la vie dans l'ensemble des pays, ce qui fait que nous estimons qu'à 2000, les gens sont effectivement couverts avec 2000 francs. Pour l'instant, on n'a pas de raison d'augmenter. Quel était l'objectif politique de la création de la CEMAC? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus en bref, commissaire? Politiquement, en créant la communauté CEMAC, que visaient les chefs d'État, les décideurs de notre sous-région? Oui, je crois que les pères fondateurs de l'UDEAC, parce que la CEMAC n'est autre que la transformation de l'UDEAC, il faut dire que l'idée des pères fondateurs, c'était au sortir des indépendances, éviter d'être seul, de vivre en autarcie. Ce n'était pas possible. Vous voyez l'étroitesse du marché. Il fallait élargir le marché. Il fallait des pays qui revenaient d'un groupe comme l'Afrique équatoriale française. Du jour au lendemain, il ne fallait pas couper ces liens-là pour que chacun se retrouve seul. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, surtout sur le plan économique, les pères fondateurs estimaient qu'au regard des ressources naturelles que nous avions à l'époque, nous avons à peu près les mêmes ressources dans tous les 6 pays, que pour qu'il y ait des échanges entre nous, il fallait créer une espèce d'interdépendance. En d'autres termes, à la création de l'UDEAC, les pères fondateurs ont décidé de répartir les richesses par pays. Le Gabon devait s'occuper de ce qui concerne la raffinerie, par exemple, du pétrole, pour le marché communautaire. Mais donc, raffiner le pétrole à partir du Gabon pour distribuer dans la sous-région. Dans l'ensemble de la sous-région. Mais cela suppose que les autres pays, même s'ils avaient le pétrole, il fallait plus créer des raffineries. Alors, le Tchad devait se spécialiser dans les questions d'élevage, etc. Et justement, il y a un foisonnement de l'élevage au niveau du Tchad. Bien sûr, etc. Donc, voilà l'idée. Et si on avait suivi cette bonne conception des pères fondateurs, aujourd'hui, tous nos pays allaient être interdépendants. On allait dépendre les uns des autres, ce qui allait favoriser les échanges, le volume des échanges, etc. Aujourd'hui, on estime que les échanges intracommunautaires sont suffisamment faibles, de 2 à 3%. C'est simplement parce que chacun des pays produit exactement les mêmes choses, qui sont d'ailleurs destinées au marché d'exportation. Parce que les matières premières, nous, le bois brut, on ne peut pas faire grand-chose avec. Le Congo produit également du bois, le Cameroun, donc on ne peut pas envoyer au Congo, on est obligé d'envoyer à l'extérieur, etc. Aujourd'hui, 20 ans après, quels sont les nouveaux défis par rapport à ça? La spécialisation n'a plus marché. Est-ce qu'il y a une autre orientation aujourd'hui, une réflexion que vous, experts ou fonctionnaires
de la communauté menés dans ce sens? Bien sûr, on n'est pas resté les bras croisés. C'est vrai que cette première expérience n'a pas vraiment marché comme il fallait, pour des raisons diverses, que je ne voudrais pas évoquer ici. Mais il faut dire que nous sommes en train de passer à une autre étape. Au lieu d'échanger les matières premières, ce qui n'était pas possible, aujourd'hui nous nous basons sur la transformation, sur l'industrie, les produits industriels. Oui, on peut échanger facilement les produits industriels. Et aujourd'hui, l'accent est mis sur la transformation, les productions industrielles. Vous voyez aujourd'hui que beaucoup de choses viennent du Cameroun parce que c'est des produits industriels qu'il faut plutôt accroître nos échanges sur la base de produits industriels. Est-ce qu'on... Oui. Je peux ajouter justement par rapport à ces produits industriels qu'il y a également des ressources dont nous disposons. Le commissaire a cité des choses qui viennent du Cameroun. On a également des choses qui partent du Gabon pour le Cameroun, comme par exemple notre sardine, qui est beaucoup prisée là-bas et qui est... La sardine fumée. Oui, la sardine fumée. Qui est pêché au Gabon et qui est vendu au Cameroun. Ça fait partie justement des choses qui contribuent à ces avancées-là, ou du moins aux réflexions qui ont été faites pour que cela continue. On a aussi signalé un mouvement du poisson salé de Lambaréné, le centre de Libreville, vers le Congo-Brazza. Tout à fait. Effectivement. Et donc une spécialisation, mais il y a aussi des objectifs de sécurité. Est-ce que cela a été pris en compte quand on élaborait justement cette communauté, sécurité, paix, circulation en paix? Oui, parce que la libre circulation, naturellement, ne peut se faire que dans un territoire sécurisé. Et il faut dire que sur ça, nos États, aujourd'hui, nous avons des accords de coopération judiciaire, des accords d'assistance mutuelle, etc., des pactes de non-agression entre nos différents États pour accompagner justement la libre circulation, pour faire de la CEMAC des pays qui soient solidaires. Par contre, lorsque l'un des pays est attaqué par l'extérieur, tous se comportent comme un seul pays pour répliquer à cet agresseur extérieur. On a vu tout à l'heure la carte grise. Par qui elle est souvent souscrite? Du moins, on sait que c'est tout camionneur, tout possesseur d'un véhicule. Mais au niveau de mouvement, est-ce qu'il y a eu une analyse pour voir qui effectue le mouvement transfrontalier, qui voyage le plus au niveau de la sous-région? À ce niveau, est-ce que vous avez des statistiques? Par rapport au pays ou aux opérateurs? Par rapport aux opérateurs économiques, citoyens, qui voyagent au sein de la communauté le plus souvent entre pays de la CEMAC? Il faut dire que qui voyage, bon, la réponse est facile. C'est un peu pour parler des échanges culturels, pour parler des échanges intellectuels. Il faut dire que la caractéristique de la CEMAC, c'est qu'on a beaucoup de petits pays et un seul qui est un géant démographique, c'est le Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui, c'est près de 22 millions de personnes. Oui, près de 22 millions. Donc vous voyez que cette pression démographique ne peut pas s'exercer à l'intérieur du territoire camerounais. Donc ce que je veux dire, c'est que pour sortir, il faut qu'il y ait des gens qui éprouvent le besoin d'aller conquérir d'autres marchés à l'extérieur, aussi bien des biens que des services, les services d'assurance. Vous voyez les Faubert, vous voyez ici, etc. Ça veut dire que Faubert, sur l'étendue du Cameroun, a déjà fait a besoin de sortir de là pour aller conquérir d'autres marchés, etc. Donc c'est une façon, de manière indirecte, de répondre que naturellement le pays qui dispose d'un plus grand nombre d'opérateurs économiques, d'un plus grand nombre de consommateurs, sort un peu plus que les pays à faible démographie, comme le Gabon et la Guinée équatoriale. Voilà. Et plus vous sortez naturellement, plus vous bénéficiez des effets de la carte rouge, de l'assurance carte rouge. Justement, à ce niveau, oui. Oui, je voulais ajouter à cela qu'effectivement, par ailleurs, il y a quand même les autres pays qui sortent. Nous avons une spécificité au niveau du marché mondial. Au nord du Gabon, au sud du Cameroun. Voilà. Et là, on voit vraiment un flux, tous les week-ends, pour ne pas dire tous les samedis, eh bien, il y a un flux important de personnes, de Gabonais et des résidents au Gabon qui partent pour des courses, pour acquérir des biens, et peut-être même pour s'informer par ailleurs, pour visiter. Donc ça fait toujours partie des choses qui montrent que cette libre circulation-là est en train de devenir effectivement une réalité. Elle coince quand même. On mairait consacrer une émission entière à la libre circulation, mais on va dire un mot. 4 pays ont une libre circulation totale. Par contre, au niveau de 2 autres pays des États, ça coince encore. Expliquez-nous comment ça fonctionne un peu au niveau de
de la sous-région, une intégration comme ça? Bien, je voulais peut-être revenir à la question que nous venons d'évoquer, à savoir qu'il y ait par exemple plus de Camerounais qui rentrent au Gabon que de Gabonais qui vont au Cameroun. Bon, en termes de bénéfices, c'est le Gabon qui bénéficie. Oui, il ne faut pas que ça soit l'inverse. C'est une autre lecture. Mais c'est ça la libre circulation. C'est le Gabon qui bénéficie. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'exemple de Faubert. Quand Faubert vient s'installer ici, c'est ce qu'on appelle un investissement direct étranger. Faubert, précisons-le, fait dans la quincaillerie et les matériaux de construction. Voilà. Donc il vient, il construit, hein, il embauche les gens, il vend des produits, il paye les impôts, etc., etc. Donc ça rentre au Gabon, vous voyez. Et les gens qui travaillent à Faubert consomment, ont des familles, etc. Ils prennent les taxis, ils payent l'essence. Ça ne se fait pas sur c'est pas au bénéfice du Cameroun. Donc, il faut reconnaître que quand quelqu'un voyage, quand vous quittez ici pour aller en France, il vous faut de l'argent. Il faut payer les hôtels. Il faut payer les hôtels, il faut payer le taxi, il faut prendre le métro. Si vous avez des soins, vous devez payer les soins, etc. Cet argent reste là-bas. Donc, il faut savoir que l'arrivée de quelqu'un de l'extérieur, ce n'est pas quelque chose de négatif. Hein. C'est bénéficiaire pour les pays qui sont là, en dehors de l'aspect investissement que j'ai évoqué. Alors, votre question, c'était... Oui, la libre circulation. Oui, la libre circulation, nous avons... La libre circulation date pratiquement de 1972. Le premier texte qui consacre la libre circulation des personnes en zone CEMAC a été signé par le défunt commandant Marien Ngouabi, président de la République du Congo. Donc vous voyez que ça date depuis longtemps. Et à cette époque, c'est vrai, il y a eu des hésitations. Après, on a complété par d'autres textes qui ont fait que les 4 pays, naturellement, y compris les accords de coopération, les accords d'échange entre policiers, etc., ont pu convaincre les 4 pays aujourd'hui qui sont en libre circulation, à savoir le Congo, la République centrafricaine, le Tchad et le Cameroun. Donc, et ces pays, quelles que soient les situations, parce que ces pays ont connu des situations de guerre, surtout le Congo, surtout la RCA, surtout le Tchad. Il y a eu des turbulences politiques. Oui, et ça n'a jamais interrompu la libre circulation. Alors, en quoi consiste la libre circulation? La libre circulation des personnes dont nous parlons au niveau de la CEMAC, c'est simplement la libre circulation des ressortissants de la CEMAC. Ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. Au sein de la communauté. C'est des citoyens, on les appelle des citoyens communautaires. Ils ne sont pas étrangers. Ils sont des citoyens de la communauté. Au même titre que nous venons de parler de la carte rose qui concerne les ressortissants de la CEMAC. La libre circulation en question ne concerne que les ressortissants de la CEMAC. Alors, il s'agit de quoi quand on dit que 4 pays ont consacré la libre circulation? Il n'y a pas de simplement, visa, ils ne demandent pas de visa, c'est tout, aussi simple que ça. Donc, les citoyens de la communauté originaire de la RCA, du Tchad, du Cameroun et du Congo ne demandent pas de visa quand ils se déplacent? Non, entre eux, ils ne demandent pas de visa. Mais par contre, quand ils entrent au Gabon ou en Guinée équatoriale, ils payent encore de visa. Voilà. Et réciproquement. Réciproquement. C'est-à-dire que le Gabonais qui doit aller au Congo ou qui doit aller au Cameroun doit payer le visa. C'est la réciprocité. Nous allons, si vous le souhaitez, commissaire, consacrer une émission à cela parce que cela intéresse les citoyens de la communauté qui nous regardent. Je pense que 52 minutes, on ferait mieux de consacrer 52 minutes à cette question. Nous allons évoluer sur les questions de politique commerciale commune. On a créé une communauté. À ce niveau, comment cela fonctionne? En termes de, on l'a vu tout à l'heure, il fallait une orientation politique commune, mais en termes de politique commerciale, de tarifs douaniers, comment cette communauté est structurée? Alors, au niveau de la politique commerciale commune, c'est quoi la politique commerciale commune? La politique commerciale commune, c'est une politique qui est, si vous voulez, harmonisée au niveau communautaire. En d'autres termes, les instruments de la politique commerciale commune sont conçus par la commission de la CEMAC, qui fait accepter aux États membres et qui fait respecter. C'est-à-dire qu'une fois les États membres ont adopté, le rôle de la commission de la CEMAC, c'est faire respecter les règles, faire respecter par les États et les ressortissants des États membres. Je reprends pour ceux qui ne sont pas techniciens, c'est les experts de la commission CEMAC qui réfléchissent aux instruments. Sur les instruments qu'il faut pour mettre en commun pour faciliter la circulation des biens. Et les chefs d'État valident? Les chefs d'État, les ministres d'abord, les experts des États membres
les ministres et puis les chefs d'État valident. Une fois validé, c'est vous, la commission, qui êtes chargée de faire le suivi. Est-ce que cela a été la même démarche pour élaborer la carte grise? C'est-à-dire, il y a eu une réflexion. La carte rose, autant pour moi, il y a eu une réflexion au niveau des experts, ensuite une validation. Exactement, la même chose. Ce sont les normes communautaires. Aujourd'hui, est-ce que la réflexion est terminée? Est-ce que vous vous contentez de gérer? Est-ce qu'il y a une vision future quant au devenir de la carte rose? Ou bien vous vous dites, c'est mis en place, mais nous observons. Non, quel état d'esprit? Nous ne disons pas que c'est mis en place, nous observons. En fait, déjà, la première chose, c'est de faire en sorte que ce qui a été mis en place fonctionne à un niveau optimal. C'est vrai aujourd'hui que quand on parle de carte rose, il y a beaucoup de citoyens de la communauté qui ne savent pas qu'elle existe. Parfois, ceux qui n'ont pas de véhicule ne sont pas au courant qu'une carte rose existe. Même ceux qui ont des véhicules, lorsqu'ils souscrivent une assurance... ils constatent simplement qu'il n'y a pas d'accident, ils ne s'interrogent pas. Ils ne s'interrogent pas. Il y en a même qui ne savent même pas que le coupon ou bien la carte rose qu'on leur donne à l'occasion de la souscription, c'est un document qui peut leur servir dans l'espace communautaire. Beaucoup pensent que c'est un reçu parmi tant d'autres. Certains nous l'ont dit. Mais en réalité, nous laissons donc... la structure prendre son envol, voire actuellement nous sommes en train de travailler dans le sens de la sensibilisation à travers des séminaires qu'on fait à travers le pays pour permettre au plus grand nombre de savoir qu'avec la carte rose, ils ont la possibilité de circuler dans l'espace CEMAC. Même quelqu'un qui n'a pas de véhicule, un véhicule provenant du Congo par exemple peut faucher un piéton. Voilà. Et ce piéton fait comment pour se faire l'assurance? La carte rose va intervenir. Justement, en termes de dédommagement des sinistres, des accidents, est-ce que la procédure est rapide? Alors, je voyage, je me retrouve au Congo et il y a l'accident. Est-ce qu'à ce niveau, la procédure est diligente, sachant que je suis homme d'affaires, donc je n'ai pas de temps? Comment ça se passe? Alors, est-ce que la procédure est diligente? Je vais dire que la procédure suit un peu le rythme des assurances classiques. Pourquoi? Parce que ce sont les assureurs qui règlent. Ce sont les assureurs qui règlent les sinistres, c'est eux qui perçoivent les primes pour cela. Nous, au niveau de la carte rose, nous sommes des facilitateurs qui ont été mis en place par les chefs de tel gouvernement pour que, lorsqu'un sinistre est intervenu comme ça, nous fassions le nécessaire pour accélérer la procédure de règlement. Est-ce que pour l'instant, ça fonctionne à merveille, 100%, il n'y a pas de cas de récrimination, de dénonciation, de retard, commissaire? Vous n'avez pas un retour, non? Non, on a plutôt, moi personnellement, j'ai plutôt le retour des gens qui sont satisfaits, qui nous ont témoigné, comme l'a bien dit le secrétaire permanent. Oui. Il y en a qui payent l'assurance, mais ils ne savent pas exactement à quoi ça va servir. C'est lorsqu'il y a un accident qu'ils se rendent compte que parfois il est même étonné, on lui dit non, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Donc j'ai plutôt le retour des gens qui sont satisfaits. En tout cas, j'ai eu à Douala quelqu'un qui a fait un accident au Congo, qui traversait un forestier, qui traversait le territoire camerounais. Et en tout cas, il était agréablement surpris parce qu'il a posé son problème au niveau du Congo avant de revenir sur le Cameroun. Arrivé au Cameroun, il n'était pas sûr. Il a encore posé le problème et il dit il a été reçu par les deux, il avait l'embarras du choix. Donc ça, c'est des cas vraiment qui nous donnent du réconfort. Alors, pour revenir, M. Mbadouma, sur les instruments de la politique commerciale, oui, parlons un peu du tarif douanier. Voilà, le tarif des douanes, par exemple. Oui. Vous tombez bien, le tarif des douanes aujourd'hui, pour tous les États membres, il n'y a qu'un seul code de douane. C'est le code de la CEMAC. Vous allez dans toutes les administrations. Pouvoir sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas un autre. Donc, le tarif extérieur commun, c'est l'un des instruments de la politique commerciale commune. Et ça fonctionne pour l'instant? Ça fonctionne très bien. Tout ce que vous avez ici est passé par la douane. Ça a été travaillé et plutôt traité sur la base de ce tarif-là. Après, vous avez le code des douanes, vous avez le tarif des douanes. Nous avons un tarif préférentiel généralisé dont le taux est devenu nul. Le taux nul veut dire quoi? Veut dire qu'on ne perçoit rien sur la circulation de ces marchandises-là. Ce sont des marchandises produites par les opérateurs économiques de la CEMAC qui circulent à l'intérieur de la CEMAC.
Donc, alors, si on ne perçoit rien, pourquoi parler de tarifs préférentiels généralisés? Pourquoi ce terme? Alors ce tarif, c'est un tarif, comme son nom l'indique, il est préférentiel. C'est-à-dire qu'il est différent du tarif qu'on applique aux produits en provenance de l'extérieur, qui sont en quelque sorte plus frappés que les produits qui doivent circuler à l'intérieur. Au départ, on a mis un tarif, comme les autres produits. C'était 20%. Et il est dégressif. Après, il doit descendre à 10%, pour accroître la libre circulation. Après, 5%. Et à un moment donné, il doit revenir à 0. C'est pour éviter que les États ne perdent les recettes tout d'un coup. Donc, il fallait le faire de manière dégressive jusqu'à ce que ça arrive à 0. C'est à 0 depuis 2004. Et donc, les produits originaires de la CEMAC circulent librement à l'intérieur du territoire communautaire. Autrement dit, quand on dit le TPG à tarif zéro, ce n'est plus qu'un rappel pour dire que ça existait, mais en réalité, il est nul. Alors, l'harmonisation fiscale, comment cela fonctionne au niveau de la communauté? Alors, l'harmonisation fiscale, parce que si on prend des États avec des impôts, une fiscalité différente, ça va faire cacophonie. Comment vous harmonisez cela? Comment vous avez pensé à harmoniser cela? Nous, au niveau des États, malheureusement, on ne peut pas se substituer aux États. On ne peut pas prendre l'ensemble de l'arsenal. Mais nous conseillons les États d'avoir le moins d'impôts possible. Vous savez que quand il y a plus d'impôts, ça bloque l'activité économique. Parce que l'économie, le pays, c'est essentiellement l'import-export. On envoie, on reçoit, etc. Et si vous bloquez la machine, ce n'est pas bon. Alors donc, nous avons, au niveau de l'harmonisation, on a pris 5 impôts, 3 impôts indirects. Il y a l'impôt sur les sociétés qui est harmonisé au niveau communautaire. Donc, même tarif par contre. Oui, bénéfice de l'impôt sur le bénéfice des sociétés, c'est le même tarif pour tout le monde. Ouais, effectivement. On l'appelle l'IS. Nous avons l'impôt sur les personnes, le revenu des personnes physiques, donc vous et moi, sur nos salaires. Quand on a nos revenus, là aussi, c'est harmonisé. On a harmonisé pour éviter qu'il y ait des pays qui taxent plus, les autres moins après, etc. Quelqu'un peut dire, bon, moi, au lieu de travailler au Cameroun, je vais travailler au Gabon, l'impôt est moins cher, etc. Bon, donc on a harmonisé. Vous voyez le problème qu'il y a en Europe. En Europe aujourd'hui, entre les Français qui veulent aller faire les affaires en Belgique, etc. Donc nous, on a harmonisé ça. Alors, nous avons également le droit, droit de timbre. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose d'important. Il est harmonisé au niveau communautaire. Et nous avons 2 impôts indirects. C'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, oui, qui est l'une des taxes les plus importantes dans tous nos pays. Elle est harmonisée. Et puis le droit d'accise. Le droit d'accise, c'est un impôt qui frappe essentiellement les produits de luxe comme le parfum, comme les alcools, etc., etc. Là aussi, on a des fourchettes pour éviter que les États aillent demandent plus ou moins, etc., pour avoir à peu près la même fourchette. Donc, là, au niveau de la fiscalité, nous avons harmonisé de cette façon-là. Mais naturellement, s'il y avait d'autres besoins, on le ferait. Mais pour l'instant, on estime que les 5 impôts qui sont harmonisés, pour l'instant, on n'a pas de difficultés. Et ça fonctionne à merveille? Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Autre intérêt, comment vous faites face à l'OMC au niveau de la communauté? Il y a des règles communautaires, vous êtes en train de négocier des accords, oui, on va dire, avec d'autres sous-régions, telles que l'Union européenne. Comment cela fonctionne au niveau de la sous-région? Comment vous décidez? Quel est le processus de décision quant à... Il faut rappeler que le texte communautaire, le traité de la CEMAC, donne une prérogative à la communauté de négocier des accords qui concernent 2 ou plusieurs autres pays. Si c'est un seul pays qui a son accord bilatéral, nous on n'intervient pas. Mais dès lors qu'il y a au moins 2 pays, on s'y intéresse. Alors, nous avons pendant longtemps géré le commerce mondial à travers le GATT, qui est un système provisoire. Provisoire, exact. Même s'il a mis du temps, mais le GATT était provisoire. Alors, en 1995, le GATT... Non, qu'en est-il aujourd'hui après Aujourd'hui, maintenant, on a l'OMC, c'est-à-dire c'est le multilatéral. C'est le système commercial multilatéral. C'est-à-dire que tout le monde a adhéré, tout le monde a pris des engagements, a signé. Les engagements de libre circulation des biens à travers le monde. L'OMC, c'est 162 pays. Ça veut dire que nous, Gabon, nous sommes prêts à envoyer nos produits sans droit de douane et accepter les produits des autres sans droit de douane sur l'ensemble du monde entier. Ça, c'est la théorie. Maintenant, dans la mise en pratique,
on le fait par approche. Par rapport à la politique commerciale commune, Oui. est-ce qu'il y a-t-il une stratégie commune, ou bien Oui. chaque État essaye de Non, il y a une stratégie, justement, dès lors qu'on est dans la communauté. C'est pour ça qu'on l'appelle la politique commerciale commune. Donc, dès lors que vous avez une institution internationale comme l'OMC, la région doit avoir une stratégie, une politique qui concerne son niveau de l'économie et ses capacités à envoyer ou à recevoir les produits. Et chaque année, pour évaluer la mise en œuvre des règles du système commercial multilatéral, chaque État doit présenter un examen de politique commerciale à l'OMC. C'est-à-dire expliquer comment il gère les instruments de la politique commerciale. Aussi Alors, bien au niveau de la région communauté, qu'au niveau international. au niveau de la communauté, on va peut-être terminer avec ce point sur le commerce. On parle de stratégie régionale d'aide pour le commerce, de facilitation du commerce sidonien. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Oui, la facilitation du commerce n'est autre chose que la possibilité de faire passer les marchandises plus rapidement à la frontière. Autrement dit, il faut renforcer les capacités des administrations douanières. Ça peut être la formation, ça peut être l'acquisition des équipements, etc., pour que les produits qui arrivent ne traînent pas. Donc on compte le nombre de jours que met la marchandise à la douane. C'est pour évaluer l'efficacité d'un système douanier. Donc nous avons le Sidonia n'est autre qu'un système automatique de traitement de l'information au niveau de la frontière pour faire passer la marchandise. Donc c'est nous au niveau de la CEMAC qui gérons ce mécanisme qui permet le renforcement des capacités humaines, le renforcement des capacités institutionnelles, les équipements, etc., pour faciliter le passage des marchandises aux frontières de nos États. Alors, nous allons aborder tout à l'heure les questions macroéconomiques et les questions de formation, justement des ressources humaines, la formation des ressources humaines, les stratégies macroéconomiques, les critères de convergence. Une économie sous-régionale dominée par du pétrole, Gabon, Cameroun, Congo. La crise a frappé effectivement le secteur pétrole. Il y a aussi le Tchad qui produit du pétrole. Il y a eu la chute du cours de baril du pétrole, remettant au goût du jour la nécessité de diversifier nos économies. Au niveau de la Commission, avez-vous réfléchi à cette question, cette problématique de diversification des économies de la sous-région? Oui, je crois que c'est à l'ordre du jour depuis longtemps. C'est pas une affaire qui date depuis la crise. La question de la diversification, nous tous, nous étions à l'école, on en parlait déjà. C'est vrai que sur le plan pratique, je prends le cas du Gabon, ça n'a pris corps que depuis 2009 avec l'arrivée du président de la République qui, Ali Bongo Ndimba, comme s'il savait qu'on devait tomber dans cette situation-là. En tout cas, on a diversifié, on a multiplié toutes les possibilités. Au niveau du Cameroun aussi, il y a quand même un secteur privé assez dynamique. Il y a un tissu assez dynamique. Là, c'est plutôt les opérateurs économiques, ce n'est pas l'État. C'est les opérateurs économiques qui font vraiment dans pratiquement tous les domaines. Mais il faut dire qu'au Gabon, ça a été l'État qui a impulsé la diversification, au point qu'aujourd'hui, quand vous regardez les grandeurs macroéconomiques, on se rend compte que le PIB hors pétrole croît plus vite que le PIB issu du pétrole. Ce qui est vraiment une très bonne chose au moment où la crise arrive. Ça nous permet en tout cas de tenir. Mais vous avez vu également tout à l'heure l'intervention du Fonds monétaire international. Oui, exactement. Moi j'étais à Yaoundé lors de cet atelier. Lors de cet atelier. Madame Lagarde a mis l'accent sur 3 points pour résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui. La première chose, elle est revenue sur l'intégration régionale. Il faut absolument qu'il y ait l'intégration. Si vous retrouvez chacun de nos pays avec son petit marché pris individuellement à chercher des solutions individuelles, c'est peine perdue. Marche obligatoire vers le commerce obligatoire. Le deuxième point, c'est la diversification. Il ne faut pas dépendre des ressources naturelles. Il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Et la troisième chose, c'est le climat des affaires. Il faut attirer les investisseurs. On ne peut se développer que lorsqu'on attire les capitaux. Monsieur, au niveau national comme au niveau extérieur. À ce niveau, est-ce que vous, au niveau de la carte grise, vous pensez... carte rose, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'avais avec la carte grise? Au niveau de la carte rose, est-ce que vous pensez justement à la formation des compétences dans le secteur qui est le vôtre, celui lié justement à l'assurance communautaire couvrant les risques de circulation?
Alors, la formation des compétences à ce niveau, est-ce que j'ai des citoyens de la communauté qui aspirent à venir travailler chez vous? Oui, nous avons beaucoup de demandes, des gens qui veulent venir à la Carte Rose, qui nous demandent comment il faut faire. Ce qui est sûr, c'est que la Carte Rose, s'occupant du secteur de l'assurance, nous avons sur le marché, nous avons l'avantage d'avoir l'Institut international des assurances qui met à la disposition des États de la communauté un nombre important et chaque 2 ans, il y a une cuvée qui sort, qui met à la disposition des assurances en général. Eh bien, des organismes spécialisés. Voilà, des organismes spécialisés. Eh bien, je vais dire des citoyens bien formés dans le secteur de l'assurance et qui peuvent effectivement venir donner leur contribution au niveau de cette institution. Monsieur le commissaire, au niveau de la communauté, on l'a vu, il y a cette spécialisation. Par exemple, un Tchad qui fait beaucoup d'élevage, le Gabon qui produit le pétrole, qui diversifie bien sûr. Un peu partout, il y a cette envie d'avoir des métiers nouveaux. Oui. Est-ce que la commission a pensé à des instituts de formation des ressources et des compétences humaines? Ah, bien sûr. Bien sûr. Il faut dire que parmi les institutions spécialisées, il y a plus d'institutions spécialisées dans le domaine de la formation qu'autre chose. Aujourd'hui, nous avons, vous savez, nous avons une école inter-État de douane de la CEMAC à Bangui qui forme nos douaniers pour l'ensemble des 6 États. Dans le secteur de l'élevage, y a-t-il un institut? Dans le secteur de l'élevage, oui, on a ce qu'on appelle la CBVIRA. C'est la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques qui est en N'Djamena et qui est dirigée par un Gabonais d'ailleurs. Dans l'hôtellerie, nous avons une école d'hôtellerie et de tourisme en Ngaoundéré au Cameroun qui forme également dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du contrôle de l'hôtellerie. Dans les questions financières, est-ce qu'on a des instituts de formation? Oui, nous avons l'Institut de l'économie et des finances qui hier était une école nationale, mais qu'on a transformée, qui s'appelle maintenant le pôle régional de formation en régie financière pour l'ensemble de la communauté. Sur les questions agricoles, l'agriculture, c'est un potentiel au niveau de la région. Est-ce qu'on a des instituts de formation? Oui, non seulement on a l'institut de formation que je venais d'évoquer, mais on a un centre de recherche qui est le PRASAC, qui est basé à N'Djamena, qui est la recherche sur les systèmes agricoles de l'Afrique centrale. Donc, vous voyez que dans le domaine de la formation, les autorités au niveau communautaire ont également mis un accent, et l'accent continue. Quand vous voyez les gens qui sortent de nos différentes écoles de formation, c'est des gens qui sont destinés non seulement au marché national, mais au marché communautaire. C'est-à-dire qu'une fois il est formé, il est libre de travailler dans n'importe quel pays de la communauté, ce qui est très bien parce qu'il y a des marchés, vous savez, qui sont plus ou moins saturés, alors que d'autres n'en ont pas, comme la Guinée équatoriale qui a besoin des gens qui viennent des autres pays, etc. Et le Gabon. Donc la formation, c'est vraiment une priorité au niveau communautaire. Nous avons promis de voir tout à l'heure les questions de politique macroéconomique. Nous n'aurons malheureusement pas le temps lors de cette émission d'aborder cette question. Le temps qui nous est imparti est vite passé, malheureusement. Peut-être un mot de conclusion, un mot de fin. Quant à l'avenir de la communauté, je vais commencer par M. Ntoutoumassa. La communauté, que dites-vous aux citoyens de la communauté aujourd'hui à l'occasion justement du 16 mars, journée de la CEMAC? Bien, ce que je dis aux citoyens de la communauté, c'est que la communauté de la CEMAC est une réalité. Vous croyez à la communauté? Ah oui, j'y crois. D'ailleurs, je ne peux qu'y croire, j'en fais partie. C'est la raison pour laquelle je suis dans cette institution-là, parce que j'y crois, mais également parce qu'elle apporte des avancées réelles. Aujourd'hui, avec la Carte Rose, pour revenir à ce cas, un citoyen peut circuler sur l'espace CEMAC sans avoir des tracasseries, comme le commissaire le disait tout à l'heure, sans être inquiété, d'être séquestré, etc. Ça c'est vraiment un gros acquis. Et en cas d'accident, elle a l'assurance de se faire indemniser et d'avoir des interlocuteurs sûrs. Parce que si à notre niveau, nous rencontrons des difficultés, nous avons la commission d'arbitrage qui règle déjà les sinistres, enfin les questions entre les bureaux et même qui permet de remonter, s'il le faut, jusqu'au niveau des chefs d'État pour faire aboutir certains dossiers. Monsieur le commissaire, le temps est malheureusement, le temps imparti malheureux arrive à notre fin, mais nous avons l'espoir, nous allons débattre de ces questions lors d'une prochaine émission. Votre mot de fin à l'occasion justement de la 8e édition de la CEMAC. Croyez-vous
en cette communauté. Incitez-vous, les citoyens de la communauté, à croire à la commission CIMAC? Bien sûr, je crois qu'aujourd'hui, avec les acquis que nous venons de développer, il n'est peut-être pas l'occasion de faire un bilan, mais rien que le peu que nous avons pu dire montre quand même qu'il y a des choses qui se font. Et effectivement, je parlais tout à l'heure des 33 institutions qui fonctionnent effectivement chaque jour au service des 6 États membres. Ce n'est pas rien. Et je reviendrai sur une chose qu'il faut répéter au niveau des médias, c'est dire que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous sommes malheureusement obligés, avec la mondialisation, de travailler avec les autres, d'accepter les autres, de travailler avec les citoyens communautaires et de suivre et respecter les règles de la communauté. Sinon, nous ne pouvons pas avancer. Merci, chers citoyens, merci, chers citoyens de la communauté, merci, chers téléspectateurs, au-delà de la communauté CIMAC, de nous avoir suivis. Vous avez entendu, nous prenons rendez-vous avec vous pour une prochaine émission plus détaillée sur la libre circulation, sur le business, le making business, fait des affaires en Afrique centrale, les questions macroéconomiques et de politique, de convergence. C'est pour une prochaine émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine sur Canal 7.